Imaginé comme ça, mais c'est pas grave. Je me présente peut-être, hein, puis après j'embraye. Alors je parle de cette table, mais je suis Francis Tubé et je suis directeur de l'IFRE, qui est l'Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement, et par ailleurs membre de l'espace national de concertation dont parlait Roland tout à l'heure. Alors, moi, ce dont j'avais envie de vous parler, et puis peut-être un peu, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, en résonance avec la présentation très très intéressante qui a été faite juste avant, c'est l'idée que ces modèles, et je suis plutôt dans une approche qui concerne les deux derniers, hein, les modèles alternatifs, bien sûr, très partagés entre le modèle hybride et le modèle innovation sociale, mais je pense qu'il y a vraiment des points de chevauchement qui sont intéressants, voire des allers-retours à faire dans les pratiques. L'idée, pour nous, l'IFRE, en tous les cas, qui est un institut qui fait, comme son nom l'indique, hein, de la formation et de la recherche en éducation à l'environnement, mais encore une fois entendu au sens très très large comme moteur justement de l'innovation sociale, mais s'appuyant sur les questions d'environnement et de développement durable. Donc notre façon de voir cette idée d'innovation et de création repose essentiellement autour de l'idée d'accompagnement. Pour le coup, nous avons entamé en interne un processus de création et d'innovation qui nous a menés, à partir de nos pratiques de formation principalement et d'accompagnement de démarches de développement durable, style Agenda 21 pour faire vite, hein, mais c'est plus large que ça. Nous en sommes arrivés à travers toute une démarche qui a duré plus d'une année, à nous dire qu'il fallait renforcer les capacités d'accompagnement, principalement par des professionnels, mais ça peut être d'autres acteurs, hein, je pense notamment aux élus qui sont directement concernés aussi, renforcer ces capacités donc d'accompagnement autour de l'innovation sociale à travers la question de la formation. Ça, à partir de deux idées aussi, une qui repose sur un peu de benchmarking en disant nous n'avons pas trouvé de formation professionnelle continue, donc s'adressant à des acteurs en place, des personnes qui sont déjà dans ces processus d'accompagnement dans ce genre de démarche. Nous n'avons pas trouvé en France, en tous les cas, d'organismes, de centres de formation qui proposent ce type de formation que nous, on a construit de façon, bien évidemment, vous en doutez, cohérente, ça c'est sûr, mais assez longue, sur 10 semaines dans l'année, etc. Donc, ce qu'on a réussi à identifier, c'est des petits modules, des apports complémentaires sur des démarches déjà existantes, mais une construction qui va de l'idée de la commande jusqu'à l'évaluation de tout un dispositif avec donc son élaboration, son animation, sa mise en place. On n'a pas trouvé ça sur le marché, entre guillemets. Et puis le deuxième point, c'est que, et là ça se rattache plus à nos valeurs et à la façon que nous avons en tant qu'institut de voir ces questions-là, on considère et on souhaite et on veut et on met tout en place pour que ce dispositif de formation mène vers des, j'allais dire, vraies logiques éducatives. Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement, ça veut dire que, évidemment, nous sommes attachés à ces principes éducatifs, des principes éducatifs
qui viennent beaucoup de l'éducation populaire. Et quand j'entendais tout à l'heure les termes qui étaient employés, autour de ne serait-ce que la bienveillance, la créativité pédagogique, etc., ça me renvoie aussi beaucoup vers ça. Et je ne peux que me réjouir de voir le monde de l'université, le monde académique institutionnel qui continue, parce que c'est pas nouveau, qui continue à se pencher sur ces approches et sur ces questions. C'est extrêmement intéressant. On ne peut regretter, par contre, que l'institution elle-même ait du mal à bouger. Je fais référence à la question de tout à l'heure et au verre à moitié vide. Donc, deux éléments, rien sur le marché concernant cette question-là qui nous intéresse profondément, et une démarche éducative qui va de pair avec l'idée de promotion sociale. Alors pourquoi ? Parce que nous formons des animateurs de structures associatives et puis des enseignants, hélas de moins en moins, pour plein de raisons que vous connaissez autant que moi, sur la disparition de la formation continue des enseignants, ou sa quasi-disparition, ou uniquement rattachés à la discipline. Évidemment, nous sommes sur du voire du transdisciplinaire. Quelle belle idée que de transcender les disciplines. Si un jour on pouvait y arriver, ce serait génial. Donc de pouvoir amener des animateurs de structures associatives, style CPIE, centre de découverte, encore une fois, voire des enseignants, voire des élus, vers quelque chose qui soit de l'ordre d'une formation qualifiante de niveau 2, avec tout ce que ça recoupe derrière, de rigueur, de contrôle, de formalisation, etc., etc. Et cet enjeu-là, pour un institut comme le nôtre, est extrêmement important et intéressant, et a vraiment fait appel à une logique d'innovation en interne, et vous le voyez aussi sur un positionnement d'une offre de formation qui, pour l'instant, ne trouve pas son égal par ailleurs. Merci Francis. Jean-Pascal, je te passe le micro. Donc bonjour, Jean-Pascal Derumier. Donc moi, je viens de quitter une grande entreprise qui s'appelle la SNCF, où maintenant j'exerce comme consultant en innovation, mais à la SNCF, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la formation, où j'ai exercé des métiers comme formateur, conseiller en formation, responsable pédagogique, et les 10 dernières années, je les ai passés à la direction innovation recherche, où j'ai travaillé en accompagnement des chercheurs. Enfin, j'étais spécialisé dans le management de l'innovation. Donc j'ai fait un lien entre ces deux disciplines, où j'ai fini par définir l'innovation comme un processus d'apprentissage. Bon, c'est pas ça que je vais développer, là je fais juste un peu de teasing pour l'atelier que je vais avoir cet après-midi. Je vais juste me recentrer donc sur la SNCF. Donc je suis venu pour vous parler un petit peu de l'évolution des formations à la SNCF. Alors la SNCF, il faut savoir que c'est quand même une grosse entreprise qui mobilise beaucoup de moyens dans la formation. C'est 7% de la masse salariale qui est consacrée à la formation. Donc c'est presque 7 fois plus que l'obligation légale. Pourquoi ? Parce qu'on a des gros besoins de formation initiaux. Il faut savoir par exemple qu'un ingénieur chez nous, quand il rentre, tout qualifié qu'il soit, il a quand même 1 an de formation s'il bosse sur les voies ou sur l'infrastructure avant d'être opérationnel. Et c'est vrai pour plein d'autres métiers, parce qu'on a des métiers très spécifiques. Et la formation les formations éducation nationale ne forment pas directement au métier de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier enjeu de l'entreprise, c'est donc former, à donner les backgrounds de compétences, de savoir stabilisé qu'il faut maîtriser pour travailler chez nous. Et on a aussi, comme toutes les entreprises, bousculé par tous les changements, des tas de savoirs qui se recomposent et qui évoluent. Et on a donc aussi des savoirs à transmettre, en tout cas des dynamiques d'apprentissage à mobiliser autour de tous les savoirs qui évoluent, donc les savoirs non stabilisés. Donc ça fait 2 gros challenges, et ça donne des gros besoins de formation. Alors, justement dans ces savoirs non stabilisés, pour vous donner une indication sur les enjeux actuels de l'entreprise, la SNCF est en train de passer de ce qu'on appelle du transport à la mobilité.
Et ça change complètement les logiques de l'entreprise, puisque jusqu'alors, on avait un transport, bon, en l'occurrence le ferroviaire, avec des clients autour, et on faisait en sorte d'adapter, de faire un service le plus adapté possible à nos clients. Aujourd'hui, la logique du passage du transport à la mobilité est une vraie révolution copernicienne, puisque le transport devient périphérique et le client devient central. Ça vous rappellera peut-être quelque chose de l'éducation nationale entre le prof ou l'enseignant qui était central avec les élèves qui étaient périphériques et qui aujourd'hui, dans les modèles nouveaux, deviennent un peu centraux. Donc on vit une révolution un peu de cet ordre-là qui bouscule fortement nos métiers. Mais en attendant, on a quand même besoin de savoir stabiliser, puisque notamment tout ce qui touche à la sécurité, c'est des savoirs qu'il faut bien maîtriser pour travailler chez nous. Alors comment on gère ça ? On gère ça effectivement avec le fait qu'on est très attaché à un modèle de transmission et de formation sur le lieu de travail, de formation de terrain. Donc ces formations-là sont aujourd'hui, alors parlons un peu d'innovation maintenant, en train d'évoluer grâce aux nouvelles approches numériques. Donc les nouvelles approches numériques, que sont un petit peu les simulateurs, que sont les didacticiels, que sont aussi ce qu'on peut appeler les serious games, hein, donc des apprentissages par le jeu. Il y a aussi maintenant aussi dans ces formations, on est en train aussi de les optimiser à partir de tests de connaissances un peu informatisés qui permettent d'évaluer les prérequis, qui permettent notamment sur les formations longues à inciter les gens à faire du travail intersession et de bien évaluer qu'ils l'ont fait. Mais en attendant, ces outils-là, utilisés de cette façon-là, ne contribuent pas à alléger les formations telles qu'elles existent et ne contribuent pas à réduire le coût énorme de ces formations. Donc, parce qu'on est confronté, dans ces formations un peu classiques, à une logique de coût, à une logique de lourdeur qu'on est en train d'essayer de faire évoluer. Et les outils, justement, numériques, nous donne une possibilité, notamment au travers du e-learning, d'exploser la contrainte des formations traditionnelles qui sont l'unité de lieu, unité de temps et unité de contenu. Et donc on est en train de s'orienter, alors relativement fortement, parce que le modèle ce que je vous citais reste dominant, mais vers des modalités de formation qui sont plus de l'ordre du e-learning. Alors il faut savoir que cette approche qu'on va appeler de formation un peu décalée, elle existe depuis très longtemps dans l'entreprise, elle n'est pas arrivée avec l'avènement des réseaux, elle a commencé à se développer il y a très longtemps, dans les années 90, moi j'étais responsable de la promotion des nouvelles technologies de formation, et à l'époque on construisait déjà des didacticiels qu'on envoyait sur le terrain pour optimiser les formations de terrain. Sauf qu'à l'époque, on était dans la croyance que les gens allaient pouvoir se former tout seuls sur leur lieu de travail. Bon, on avait quand même compris que ce n'était pas aussi simple que ça, c'est pour ça qu'en parallèle, on avait aussi commencé à créer ce qu'on appelait des espaces d'auto-formation, dans lesquels les gens venaient s'auto-former, mais dans un lieu dédié, et ça marchait déjà beaucoup mieux parce qu'on avait créé des conditions un peu différentes. Et dans ce cadre-là, j'étais notamment à l'origine de la création d'un lieu qui s'appelait l'espace de formation en langue, dans lequel on a commencé à mixer les choses. C'est-à-dire que dans l'espace de formation initial, on était plutôt sur une logique de contenu où les gens étaient autonomes et éventuellement un peu aidés par un formateur, mais c'était vraiment le principe de l'autonomie. Tout l'apprentissage se faisait sur les didacticiels. Alors que dans la formation en langue, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus seulement faire de la formation à partir d'un didacticiel, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mixe les modalités de formation avec des formations didacticielles, des formations au groupe, de l'accompagnement. Donc on a commencé à rentrer dans ces logiques de formation mixte, qui sont aujourd'hui un peu l'avenir, le modèle des modalités sur lesquelles on travaille. On appelle ça aujourd'hui, alors j'ai noté ça quelque part, mais comme je ne suis pas mes notes, le blended learning. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui semble se dessiner autour des pratiques de formation, ce sont plutôt un mixage, à partir du moment où on veut assouplir les formations, un mixage de ces outils qui sont de la formation à distance,
de l'aide, de l'accompagnement, enfin en bref, tout ce qu'on peut faire à partir des outils à distance qui vont permettre de renouveler, d'assouplir, de compléter les offres de formation traditionnelles. Donc à ce titre-là, l'Université des services est en train de développer une plateforme de LMS, alors Learning Management System. C'est une plateforme qui permet justement d'articuler toutes ces modalités de formation et qui permettent surtout aux gens de créer des communautés d'apprentissage. Et la direction, le développement qu'on perçoit aujourd'hui est un peu l'ambition de l'Université des services qui travaille sur ces concepts-là, c'est d'aller maintenant vers un concept qui s'appelle le social learning. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée de cette approche-là, ça serait d'aller vers une logique de compagnonnage où toute personne qui étant dans une dynamique d'apprentissage pourrait repérer les personnes qui dans l'entreprise travaillent autour de mêmes problématiques, est en train de construire des savoirs un peu équivalents aux siens et pourrait s'adresser en permanence qui a un formateur, qui a un autre professionnel qui vit les mêmes choses. Donc on est voilà, c'est pour faire un vaste panel. On est vraiment sur cette dynamique de progression qui reste un peu marginale pour l'instant, mais c'est vers ça qu'on tend à la SNCF et je pense dans beaucoup d'autres entreprises. Merci. Donc Jean-Marc Lange, s'il te plaît. Bonjour, oui, effectivement, je m'appelle Jean-Marc Lange. Didier m'a demandé de parler de la formation à l'université et j'avais envie de m'appuyer, parce que c'est mon cœur de métier aussi, sur la question de la formation des enseignants, qui me semble révélatrice des problèmes de formation universitaire et des enjeux qui se posent au monde de l'université aujourd'hui. Alors, les enseignants, ils se trouvent, si on fait une analyse de ce qui se passe sur le terrain ou des objectifs qui sont donnés à l'éducation nationale, ils se trouvent confrontés à cette éducation au développement durable. Et si on prend cette affaire-là au sérieux, c'est-à-dire si on le prend sur le versant éducation forte, ce qui est demandé, souhaité dans le rapport interministériel Bréjon, par exemple, c'est que ce soit des actions participatives territoriales et négociées. Et c'est le fait de participer à des actions sur un territoire qui sont en soi éducatives. Mais une fois qu'on a dit ça, ça implique pour le monde de l'éducation scolaire, 3 ruptures fondamentales. Alors, d'une part, c'est une rupture sur les finalités. Il ne s'agit plus là de transmettre simplement des savoirs organisés en discipline, mais il s'agit bien d'une éducation d'attitude, d'une éducation aux valeurs. Et c'est ce qu'on appelle souvent la question du vivre ensemble, qui est une éducation aux politiques. Et la question qui se pose au monde scolaire, c'est comment mettre en place une éducation aux politiques, et bien sûr, quelle formation pour cela. La deuxième rupture qui me semble fondamentale, elle est de l'ordre de l'épistémologie, c'est-à-dire la nature des savoirs. Et on est là confronté à la fois à une pluralité de rationalité, à une complexité, à des savoirs qui ne sont pas stabilisés. Et puis, à une caractéristique des savoirs qui sont convoqués dans ces questions, que ce soit l'efficacité énergétique, que ce soit l'empreinte eau, l'empreinte écologique, etc. Ce sont des savoirs de l'ingénieur, et donc ce sont des savoirs vraiment d'une autre nature. Et là encore, les enseignants formés dans une spécialité académique ne sont pas préparés à cela. La troisième rupture fondamentale est de l'ordre de l'organisation. Le monde scolaire perd son monopole éducatif au profit d'une éducation pluriacteur sur les territoires, et ce qui veut dire être capable de travailler non seulement à plusieurs disciplines, on dit souvent interdisciplinarité comme ça, mais c'est travailler à plusieurs disciplines du côté des enseignants, dans des conditions plurisectorielles, donc avec différentes catégories professionnelles, qui ont chacune leur formation, leur finalité, leurs enjeux qui leur sont particuliers. Et alors que le modèle majoritaire de l'éducation scolaire reste cette forme scolaire qu'on a héritée du 19e,
avec différentes moutures à un moment donné. C'est un enseignant spécialise un domaine face à un groupe, en général une vingtaine, en France en tout cas, d'enfants dans une discipline, et puis on change en fonction des disciplines, etc. Donc la forme scolaire se trouve totalement absconde dans ces circonstances-là. Et donc on a bien pour les enseignants des nouvelles compétences, un nouveau métier à mettre en place et à développer. Ils doivent devenir à la fois des monteurs ou des porteurs, ou en tout cas être des parties prenantes dans des projets éducatifs territoriaux, des vrais projets, et puis des projets pour faire comme, mais on participe réellement à des transformations territoriales. Et c'est comme cela qu'on est confronté à des questions de négociation, aux freins qui peuvent exister, aux difficultés. Et c'est ça qui va apprendre à négocier, à être imaginatif, créatif, à trouver des solutions et à co-élaborer des choses. Ça, ce sont les enjeux. Mais du coup, pour la formation, on a besoin de développer deux types de compétences, essentiellement, chez les enseignants. Des compétences d'innovation et de créativité sociétale, pour distinguer le terme tout à l'heure par rapport à social. Créativité sociétale sur les enjeux d'aujourd'hui et pour le monde de demain. Et puis surtout, des compétences collectives. Et là, je pense à un travail qui a été fait par une étudiante ici l'an passé à Clermont-Ferrand, Edna Doré, qui est présente là, voilà, et qui a fait une étude comparative entre des dispositifs qui existaient en France et des dispositifs qui existaient au Brésil. Et ce qu'elle a bien montré, c'est que ce qui manquait en France, c'est la compétence collective des enseignants pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. Et tout ça interroge l'université, puisque de l'autre côté, la formation initiale universitaire, que ce soit dans le domaine des enseignants ou dans d'autres domaines, elle reste en majorité basée sur des compétences individuelles qui sont évaluées de façon individuelle dans des cadres tout à fait classiques. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a les IUT, par exemple, en France, qui ont développé beaucoup des formations par projet. Mais l'essentiel de la formation universitaire reste une formation individuelle dans laquelle on demande de restituer des savoirs sous une forme tout à fait coutumière. Et voilà. Et c'est ce fossé-là qui pose un réel problème de formation. En tout cas, pour la majorité des lieux de formation universitaire et de la formation des enseignants en particulier. Merci Jean-Marc. Rebonjour. Alors j'ai beaucoup apprécié la présentation précédente donc de Philippe Durance, c'est ça, c'est son nom, donc de Philippe Durance, et donc j'ai souhaité encore une fois m'adapter et rebondir un petit peu sur cette présentation et reprendre quelques constats qu'il a fait indirectement et que je rajoute par rapport à la situation actuelle. C'est donc effectivement les métiers de demain ou les formations de demain, par nature on les connaît pas. Donc il est vraiment question de prospective et de pouvoir non pas se projeter, mais de faire des scénarios, que ce soit sur les métiers ou sur les formations. Les changements aujourd'hui sociétaux et technologiques sont de plus en plus rapides, donc la capacité d'adaptation et capacité d'adaptation est une compétence extrêmement importante, et les formations elles-mêmes doivent pouvoir, elles, s'adapter aussi rapidement. Les réponses individuelles sont de moins en moins pertinentes, on l'a vu, on l'a entendu plusieurs fois. Donc la question de comment est-ce que, soit à titre individuel, on met sa compétence au service d'un collectif, et comment ce collectif construit une compétence qui lui est propre, est quelque chose de central pour conduire les changements. Le rapport économie-environnement aussi, on l'a vu, change, on vit un véritable bouleversement. Les chaînes de valeur, les modèles économiques se transforment, et ça c'est aussi valable pour l'enseignement supérieur et de la recherche, bien qu'on n'en soit pas
toujours très conscients, des mouvements de fond sont en train de se passer. Parfois, enfin moi je me plaisais à faire des scénarios de prospective. Vous voyez des acteurs du numérique comme Google qui prennent une place importante dans toute dans notre vie quotidienne, et il n'est pas inconcevable qu'un acteur de ce type-là un jour se positionne sur l'enseignement, sur l'éducation et balaye complètement le marché. Donc il faut quand même se rendre compte de ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, on n'est pas l'enseignement supérieur et n'importe quelle éducation, forme d'éducation qui sont des éducations traditionnelles, on va dire, ne sont pas à l'abri de ce genre de séisme. Donc on a des questions à se poser nous-mêmes par rapport à nos modèles et notre façon de fonctionner. Donc tout ça se complexifie et donc on doit intégrer cette compétence-là dans nos formations et aussi préparer ces changements, en tout cas les anticiper, faire des scénarios, les prévoir, pouvoir parer au risque, à l'incertain. La notion même de travail telle que nous la concevons aujourd'hui, actuellement, est en train de changer aussi. Moi, je lisais il y a une étude récemment, où, je ne sais pas si c'était une étude ou des statistiques, en tout cas, qui parlait, c'était plutôt une étude prospective, avec l'apparition de la robotisation, l'ubérisation aux États-Unis. Ils parlent de dizaines de millions d'emplois qui vont disparaître. Que vont faire ces personnes-là ? Que vont-elles devenir ? Est-ce que le travail demain est celui que l'on connaît aujourd'hui, travailler dans une entreprise une partie de sa vie ou toute sa vie, travailler chez soi, travailler à distance, est-ce que l'activité que l'on mènera, ça sera celle qui nous permettra de gagner notre vie ? Pas forcément. Donc tout ça est en train de changer aussi. Et il y a un point aussi sur la technologie, les usages et l'éthique de trois, on va dire, concepts fondamentaux qu'on a cités d'ailleurs dans le guide de compétences, que sont l'énergie, les ressources et l'information. L'information étant notre matière à nous tous ici, hein, on travaille sur l'information, sur les données, on structure, on diffuse, sont des activités fondamentales. Et on doit effectivement mener des travaux de prospective sur ces sujets-là. On doit se poser des questions, on doit travailler les formations autour de ces enjeux-là, car ce sont des concepts fondamentaux. Ensuite, quand on va vers les usagers, aujourd'hui qu'on questionne, qu'on fait des enquêtes, comme on en a mené quelques-unes à la conférence des grandes écoles, auprès de nos usagers, auprès de la population. Donc les attentes sont diverses, c'est-à-dire que vous avez des familles qui disent oui, mais moi je veux quelque chose de professionnalisant et de sécurisant pour que mes enfants trouvent un travail, bien sûr. Vous avez d'autre côté les étudiants qui vont bientôt rentrer sur le monde professionnel, qui nous parlent beaucoup de sens. C'est-à-dire quel sens je vais trouver dans mon travail, comment je vais trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et est-ce que la frontière entre les deux aujourd'hui elle est aussi rigide ? Non. Donc vous avez des attentes qui sont divergentes et face à ça, les formateurs, les personnes qui sont censées donner un certain nombre de clés pour rentrer dans la vie professionnelle, doivent être à l'écoute. Non seulement à l'écoute de ça, de ces divers points de vue, de ces diverses opinions exprimées, et doivent aussi avoir des outils qui leur permettent de ne pas non plus tomber dans un utilitarisme exacerbé, c'est-à-dire répondre à la demande de l'entreprise de façon générale peut vite, si on y répond de façon stricto sensu, peut vite être, ça peut vite amener à des formations uniquement utilitaristes. Il y a besoin donc d'un recul aussi par rapport à ça. Donc on a besoin d'outils qui fassent l'interface entre un outil et des lieux de dialogue, des plateformes qui fassent interface entre à la fois le monde de l'enseignement, de la recherche et le monde de l'entreprise, pour que à la fois un certain nombre de valeurs, de principes perdurent dans les formations, et qu'en même temps ces formations soient aussi adaptées à une employabilité, à une utilité, parce que il faut être pragmatique. Et donc on a besoin de ce genre d'outils-là, et nous pensons que effectivement le guide, la plateforme de compétences peut être un de ces outils-là. Et enfin, je voulais juste réagir par rapport à une intervention d'une dame tout à l'heure qui a posé la question
Mais comment est-ce que j'arrive à faire bouger mon institution? C'est compliqué. Et oui, c'est compliqué pour nous tous, surtout dans les sujets dans lesquels on est, bien sûr. On est souvent, les empêcheurs de tourner en rond. Et moi, je défends, et on défend aussi au sein d'un collectif, CIRS, une association de responsables développement durable de l'enseignement supérieur. On défend une posture qui est celle de l'intrapreneur. Donc ça rejoint en fait aussi les propos de Philippe Durance, c'est-à-dire que tout un chacun, si on a envie de faire bouger les choses dans son institution, qui est parfois rigide, qui empêche, mais il y a des façons, d'essayer de contourner ces problématiques-là, de rigidité de l'institution qui vous voit comme un empêcheur de tourner en rond. C'est effectivement de rentrer dans une posture d'entrepreneur, c'est-à-dire de la prise de risque, s'appuyer parfois sur des acteurs extérieurs à sa propre institution pour légitimer sa propre action. Et à ce moment, la rendre non contestable par sa propre hiérarchie. Donc ce sont des tactiques, en fait, c'est de la tactique. Je le dis parce que je l'emploie, c'est ce que je fais. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. C'est pas en s'appuyant uniquement à l'intérieur, parce que souvent on a des problèmes, on a toujours des problèmes pour faire bouger les choses de l'intérieur. C'est jamais simple. Donc il faut savoir s'appuyer sur des gens à l'extérieur, il faut savoir prendre des risques, monter des projets, soi-même, les porter. S'entourer de gens qui vous accompagnent là-dedans dans ces projets-là et qui vous donnent aussi la légitimité et qui font que les projets aboutissent bien malgré le souhait de votre propre institution, parce que vous croyez en ce que vous faites. C'est pour ça, avant tout. Parce que vous croyez en ce que vous faites et parce que vous entourez de gens qui croient en ce que l'on fait. Et c'est exactement le cas du guide de compétences. Moi, j'ai lancé ça au sein de mon institution, on m'a laissé faire comme ça, et je me suis entouré d'acteurs, et ensuite j'ai transmis ça à des personnes comme Didier et puis Émeric qui sont ici aujourd'hui présents, et on est arrivé à quelque chose au bout de 3 ans de travail. Ça a été la même chose sur le label développement durable de l'enseignement supérieur pour les établissements. Voilà, donc cette posture-là, elle est extrêmement importante. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, voilà. Mais en tout cas, c'est une posture extrêmement importante pour faire bouger les choses au sein de sa propre organisation. Voilà, merci. Merci. Voilà, c'est bon, Georges. Georges est autonome d'un point de vue micro. Tu as le micro, c'est bon. Merci. On va rester dans le registre universitaire. Georges Sawadogo, président de l'université de Koudougou au Burkina Faso. Il faut dire que dans les milieux sociopolitiques, économiques et éducatifs en Afrique, les débats se focalisent de plus en plus sur l'émergence des pays et du continent africain. Et cette émergence est une condition sine qua non pour répondre efficacement et équitablement aux aspirations légitimes des peuples africains. Mais l'émergence vraie est aussi et d'abord celle de l'esprit, c'est-à-dire celle de notre capacité d'anticipation, d'orientation et de jugement et d'adhésion citoyenne. Il s'agit donc d'une émergence qui passe nécessairement par l'éducation et la formation des citoyens au monde de demain, d'où la pertinence et l'actualité du thème de notre colloque. Mais il s'agit d'une créativité et d'une innovation responsable pour un développement durable, bien sûr, mais solide et solidaire. L'innovation pourrait être entendue comme l'énergie principale de toute organisation qui, en son absence, périclite, perd de son allant et de son élan. Elle a à la fois le changement des mentalités et la conduite de ces changements. Et elle a avant tout une affaire d'attitude, de mentalité, bref, de comportement. Et elle doit se méfier de la bureaucratie et de l'immobilisme. Certes, toute innovation n'est pas forcément appropriée. Il faut en évaluer la qualité et la crédibilité en termes de pertinence. Et l'approche par l'innovation permet, sans qu'il s'agisse d'en faire un modèle, de puiser des réflexions dans les expériences des entreprises qui cherchent à associer innovation et développement. Il n'y a pas de modèle juste, il y a juste des modèles. Refuser d'innover, c'est accepter d'apporter les solutions d'hier aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et l'innovation est donc incontournable pour envisager l'avenir. Et l'avenir lui-même ne se construit pas sur des sentiers battus, mais dans l'exploration de nouvelles pistes et de nouvelles possibilités d'agir. L'avenir n'est pas une répétition de l'existant,
mais l'invention de ce qui doit être. Et dans ces conditions et dans cette perspective, quel doit être le rôle de l'université africaine dans l'avènement d'une véritable émergence en Afrique? L'université africaine doit, selon nous, refaire la preuve de sa pertinence sociale à travers l'insertion des sortants dans le monde professionnel. Elle devrait innover dans sa gouvernance académique, administrative, financière et sociale. L'université qui renferme en elle tout l'univers de la cité façonne à travers les générations de citoyens des compétences, des aptitudes en vue de leur contribution au développement de nos pays. Elle doit tout simplement jouer son rôle irremplaçable en tant que cadre dynamogène et lieu naturel de production des intelligences. L'innovation offre de nouvelles opportunités aux institutions universitaires dans le contexte de la globalisation, à la condition qu'elles sachent les saisir sans perdre de vue leur mission de service public. L'innovation devrait être à la fois le fil d'Ariane et le fer de lance de la dynamique managériale dans les universités africaines. Naguère réservé à l'élite intellectuelle, l'enseignement supérieur africain est confronté aujourd'hui et partout à une explosion de la demande. Les universités africaines, filles de l'histoire coloniale, ont eu tendance à reproduire les modèles hérités sans trop penser aux conditions de leur développement efficace et de leur appropriation. Aujourd'hui, nos universités, qui avaient vocation à doter toutes les sphères de l'administration publique de cadres compétents, outre ces missions de recherche et d'enseignement de haut niveau, se trouvent à un tournant décisif. J'ai été heureux d'entendre tout à l'heure mon collègue qui disait de ne pas copier. Copier, ce n'est pas bien. Malheureusement, les systèmes africains n'ont pas fait seulement que copier. Les systèmes ont transféré les supports de cours en Afrique. Conséquence, on a constaté une inadaptation de la formation, un décalage entre les besoins réels des populations et les compétences formées. Force est de reconnaître que sur notre continent, l'enseignement supérieur occupe une place marginale et qu'il est en crise dans de nombreux cas. La nécessité donc de l'élargissement et de la diversification des offres de formation en passant par la professionnalisation des parcours de formation, l'amélioration de la qualité de la formation ainsi que l'amélioration de la gouvernance universitaire dépend en grande partie l'avenir de nos universités si celles-ci veulent rester compétitives et contribuer à un plus grand rayonnement scientifique, technique et culturel de nos différents pays. Créer, innover ou périr, c'est-à-dire disparaître, ou se contenter tout simplement de paraître. Je vous remercie. Merci. Voilà, Michel, pour l'exercice impossible de synthèse. Ah non. Non, vas-y. Non, en fait, très simplement, pour quelle raison il m'était un peu compliqué d'ouvrir cet échange. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ministre de tutelle de mon ministère, du service de l'État dans lequel je travaille, intervient sur le sujet ce matin et je me trouvais devant un risque de distorsion et d'interprétation pouvant être un petit peu problématique de ce que j'aurais pu éventuellement évoquer sur cette question, effectivement, en tout cas de nouvelles, de l'évolution des emplois, des métiers, notamment au regard des transitions. Justement, je reviendrai du coup sur cet aspect de la transition. Et au regard du panel qui m'a précédé, finalement, ce qui m'est apparu plus opportun et qui m'a fait changer un petit peu l'organisation de Didier, je remercie de sa souplesse, c'est finalement à mon tour de parler des enjeux qui se posent à nos services, à nos agents, à nous en position de professionnels, effectivement, face à cette injonction que nous avons à l'heure actuelle de transition. Et donc, face également à un projet de formation de grande ampleur, de modification et de mutation, parce qu'il y a des interrogations sur les missions de l'État,
Et ça fait écho à ce que Philippe Durance a pu présenter tout à l'heure, hein, par rapport à ces différents modèles, justement, parce qu'il y a une grande désorientation, effectivement, de ces professionnels sur, justement, ils ne sont pas dotés de la culture de la transition. Donc il y a un problème de compétences. Il y a des enjeux. Des enjeux d'anticipation, des enjeux d'adaptation, et ça a beaucoup été dit évidemment, donc je fais juste que le signaler sans approfondir, et un enjeu d'accompagnement du changement, qui est celui que l'on nous présente comme étant la nouvelle posture, justement, d'accompagnement de cette innovation sociale, sociétale, de ces différentes transitions. Pour, effectivement, l'ensemble des services qui sont présents dans les territoires. Philippe Durance évoquait tout à l'heure le fait que, effectivement, on est dans une logique qui a quand même évolué par rapport à des appels à projets, des appels à idées, des appels à initiatives. Vous n'êtes pas sans savoir, peut-être, ou en tout cas je l'évoque, un exemple évidemment qui a accompagné la récente adoption de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui est un appel à projet en direction des territoires pour la mise en action des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Donc, dans une logique de territoire de projet. Qui mettent en combinaison notamment les collectivités, mais avec évidemment l'écosystème des acteurs territoriaux. Et on se trouve face à un processus engagé par des niveaux de décision politique, évidemment, et un ensemble de professionnels, d'agents de l'État qui finalement se trouvent face à des enjeux de besoins de compétences pour pouvoir accompagner ces processus, et une grande désorientation. Donc, effectivement, il y a un processus lancé en interne au ministère, en particulier chargé de l'environnement, de l'énergie et de la mer, pour lancer un programme de formation accélérée sur la base d'expérimentation. Et donc, on lance des expérimentations, ce qui est très nouveau, des expérimentations d'équipes pionnières, d'équipes projets pionnières réparties dans tous les territoires, qui vont justement mettre à l'épreuve des compétences d'accompagnement du changement sur différents enjeux et sur différentes problématiques. Avec l'idée de pouvoir démultiplier, grâce à ces pionniers qui expérimentent la mise en œuvre de nouvelles compétences dans des pratiques sociales réelles, dans du réel concret, et pas des situations de formation artificielle, puisqu'elles sont basées sur des pratiques sociales déjà à l'œuvre dans ces communautés de territoire, donc qui vont tester également la capacité d'essaimage, de coopération de pair à pair pour pouvoir accélérer le transfert de ces compétences et leur généralisation. Alors le terme est évidemment outrancier, mais c'est volontaire. Donc c'était un des aspects que je voulais évoquer. Une illustration beaucoup plus sectorielle, je partage avec vous ce que me disaient mes collègues des services du ministère en charge de la ville inclusive et durable, concernant les métiers d'urbanistes qui, évidemment, doivent faire appel à l'innovation parce que de manière accélérée, il faut passer de l'urbaniste planificateur à l'urbaniste facilitateur. Et cet enjeu de la compétence de la facilitation
qui nous est proposé est un réel enjeu, et c'est pour cette raison que je suis aussi venue aujourd'hui pour dire à quel point la proposition du guide de compétences transversales pour le développement durable représente pour nous un outil et une proposition d'innovation qui prend réellement sens dans nos missions. Et donc qui fait écho à ce que disait tout à l'heure Philippe Durance sur le phénomène ascendant et le phénomène effectivement de pouvoir sortir du modèle dominant auquel nous-mêmes, institutions, nous sommes actuellement confrontés par rapport à effectivement un État qui ne sait pas quel sera son futur. Merci Michel. Alors, ces questions-là seront débattues dans les barcamps demain matin.